dans la vie. Des couleurs, des bruits, des hommes, un langage. Dans la vie, aujourd'hui, avec Suzanne Fénard, qui est venue ce matin dans notre studio pour nous parler des maisons paysannes. Bonjour. Bonjour. Alors, Suzanne Fénard, il faut dire qu'à une époque où les femmes, quand les enfants quittent leur foyer, se trouvent souvent inoccupées, vous êtes passionnée pour les maisons paysannes. Ça s'est fait un petit peu par hasard. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez été intéressée par ce sujet, ce thème ? Oui, d'abord, je me suis passionnée pour cette action avant que les enfants aient quitté ma maison. J'ai des enfants de 27 ans, 17 ans, 25 ans et 20 ans. Et je m'occupe de l'association Maisons Paysannes de Bretagne depuis 10 ans. Et ils vous ont appuyé dans cette action, ils vous ont soutenu. Ils me poussent. Et donc ils me soutiennent. Et mon mari aussi, parce que c'est absolument indispensable que dans une famille, on mène une action comme celle que je mène, avec le soutien et l'appui de toute la famille. Une passion familiale alors, vraiment ? Une compréhension familiale. Alors cette action, on peut en parler tout d'abord les maisons paysannes, qu'est-ce que c'est ? C'est une association, vous venez de nous le dire, qui fonctionne comment ? C'est une association qui a été créée en 1965 à l'échelon national. C'est une association qui avait pour but en 1965 d'abord de sensibiliser l'opinion publique en général sur l'intérêt de l'architecture paysanne. On s'est toujours préoccupé et occupé beaucoup de l'architecture noble des châteaux, de l'architecture religieuse des églises. Et on ne s'intéressait pas à l'architecture paysanne qui est au détour de tous les chemins de campagne, qui fait tellement partie intégrante du paysage qu'on ne s'apercevait pas qu'elle était là. Elle était, c'est tout. Et lorsque l'exode rural, d'une part, lorsque les transformations de ces maisons ont attiré l'attention sur elles, on s'est aperçu qu'il était temps de dire comment faire pour qu'on ne dénature pas ce qui était un patrimoine. Il n'était pas trop tard encore, mais ça aurait pu l'être. Il était temps, il est toujours temps, et maintenant c'est urgent. Alors cette association, comment fonctionne-t-elle ? Tout d'abord, comment l'avez-vous connue ? Comment en avez-vous pris connaissance ? De façon très, très fortuite. Nous avons nous-mêmes acheté une maison à la campagne. Nous avons voulu lui garder son caractère. Nous nous sommes renseignés. Nous savions des choses d'instinct et nous avions besoin aussi de conseils techniques. Nous connaissions un architecte que nous sachions passionné de ce type de restauration. Et pour mieux nous faire comprendre ce qu'il fallait faire, un jour il a laissé chez nous une plaquette, un bulletin de cette association Maisons Paysannes de France. Et en le feuilletant, nous nous sommes aperçus qu'il y avait un concours de restauration. Pourquoi pas notre maison ? Nous étions assez satisfaits de ce que nous avions fait. Nous avions fait cet effort de lui garder son caractère. Pourquoi ne pas concourir ? Nous avons concouru, nous avons eu un prix. Et lorsque nous sommes allés chercher ce petit papier qui disait que nous avions à peu près bien restauré, de façon assez satisfaisante, je me suis étonnée qu'il n'y ait personne, que cette association ne soit pas implantée en Bretagne, mais qu'à cela ne tienne, m'a-t-on répondu, soyez délégués, et puis j'ai accepté. Et il faut dire que vous travaillez presque à plein temps, mais bénévolement ?
c'est du bénévolat complet et du temps complet aussi. Depuis le mois de janvier 1978, en effet, j'ai abandonné un travail à mi-temps pour me consacrer au travail de cette association. Je vous propose de faire une petite pause musicale pour reprendre un peu notre souffle. Alors, eh bien, c'est une chanson de Michel Buller, le titre de la chanson précisément, première chanson. Ce sera aussi la première chanson de cette heure, mais il y en aura beaucoup d'autres. Suzanne Fénard, vous êtes donc déléguée pour l'Ille-et-Vilaine de l'Association des Maisons Paysannes. Alors, quels sont les buts de cette association? Vous avez parlé de restauration, mais j'imagine que ce ne sont pas les seuls buts. Oui, d'abord, permettez-moi de dire que je ne suis pas déléguée départementale d'Ille-et-Vilaine. C'est une équipe qui, en Ille-et-Vilaine, assure le travail et l'animation. Et cette même équipe est aussi une équipe régionale qui travaille à l'échelon de toute la Bretagne, qui assure les intérims lorsque nous avons des délégués défaillants et qui va sur le terrain animer et aider les correspondants locaux ou les délégués départementaux. Oui. Maintenant, vous me demandez quels sont les buts. Alors, les buts, je vous disais tout à l'heure, c'est d'abord mobiliser l'opinion en faveur de l'architecture rurale. Je dirais presque que c'est un but qui est atteint. Les gens sont déjà informés, sont déjà sensibles au problème. Beaucoup ont compris. Ce qui reste à faire comme travail important, c'est comment restaurer. Ensuite, nous voulons obtenir des pouvoirs publics soit l'application de toutes les mesures qui permettent de sauver une architecture, les maisons et l'architecture rurale, soit proposer d'autres mesures qui seraient nécessaires sur le plan législatif pour assurer cette sauvegarde. Les pouvoirs publics vous soutiennent, voient cette association d'un bon œil ou est un petit peu méfiante à votre égard? Comment ça se passe? Nous trouvons peut-être toutes sortes de réactions parce que les pouvoirs publics nous aident et nous facilitent notre travail dans la mesure où la politique qui est en œuvre actuellement, c'est une politique de concertation et de participation. Nous ne refusons jamais en tant que responsables d'association concertation et participation. Au contraire, nous la sollicitons et elle nous est souvent accordée. Pour ce qui est des administrations, là aussi, dans certaines administrations, nous avons un accueil très, très favorable, on nous aide. Dans d'autres, on ne nous répond pas lorsque nous intervenons. Comment est-ce que les particuliers peuvent s'adresser à vous? Enfin, comment est-ce que vous avez réussi à sensibiliser l'opinion sur ce problème des maisons de campagne et vous faire connaître finalement? Nous acceptons et nous saisissons toutes les occasions. Et nous agissons de plusieurs façons. La presse est un outil d'information privilégiée. Oui. Lorsqu'un article nous revient quelques mois après sa parution, nous pensons que c'est vraiment très important comme outil d'information. Ça vous arrive souvent? Ça nous arrive souvent. Des individus prennent contact avec nous d'après un article, mais qui a paru quelquefois il y a 6 mois. Ils ont découpé soigneusement, noté une adresse, mis de côté, et puis un jour, ils se décident à prendre contact. Alors, nous faisons plusieurs types d'actions. Nous aidons d'abord des particuliers qui sont nos adhérents. Alors nous les aidons en leur offrant un service conseil, en organisant pour eux des promenades d'études, des réunions de travail et d'information. Nous aidons aussi le public plus vaste lorsque nous assurons des permanences mensuelles.
où ils peuvent on peut trouver. dire où? Alors en Rennes, malheureusement pour le moment, ce n'est qu'à Rennes, Oui. une fois par mois. Mais nous souhaitons décentraliser ces permanences dans la mesure de besoins exprimés par des associations locales, par des élus. Nous sommes prêts à étudier des possibilités d'assurer ces permanences ailleurs qu'à C'est-à-dire que Rennes. tous les gens qui sont intéressés par ce problème des maisons paysannes peuvent vous écrire et se mettre en rapport avec vous. Vous avez peut-être une adresse à nous donner. Alors, le siège de la délégation régionale et départementale est au 1 rue Oradour-sur-Glane, 35 100 Rennes. Oui. La solution d'écrire est préférable à celle de téléphoner. C'est plus sûr. Oui, parce que le travail d'animation nécessite beaucoup de déplacements. On n'est pas sûr de pouvoir trouver quelqu'un au téléphone qui est le 50 73 02. Alors on rappelle l'adresse quand même, c'est 1 rue Oradour-sur-Glane, 35 100 Rennes. On aura l'occasion de la rappeler d'ailleurs d'ici la fin de l'émission. Alors voilà, c'est une adresse à retenir. On va écouter une deuxième chanson, puis on va parler de tous les problèmes techniques que peut poser la restauration d'une maison paysanne, juste après cette deuxième chanson, si vous le voulez bien, Suzanne Fénard. Voilà, mais ce n'était pas une chanson, c'était un orchestral. Nous aurons une chanson par la suite, elle sera signée d'ailleurs de Catherine Lara. Je peux déjà vous l'annoncer. Nous parlions donc des maisons paysannes avec Suzanne Fénard. Suzanne Fénard, pour restaurer une maison paysanne, il y a beaucoup de choses qui rentrent en œuvre. Alors, il y a quand même des gens qui sont particulièrement sensibilisés au problème, et je pense aux entrepreneurs, aux architectes, aux artisans éventuellement, non? Comment ça se passe? Eh bien, contrairement à ce que vous pensez, nous ne sommes pas sûrs que les techniciens soient tellement sensibilisés au problème de la restauration. Non seulement pas sensibilisés, mais nous ne pensons pas qu'ils aient reçu une formation spécifique qui s'avère pourtant utile. Est-ce qu'il vous arrive d'essayer de les joindre, de faire un travail commun finalement? Bien sûr, nous rencontrons sur le terrain des hommes de métier qui sont amenés à restaurer les maisons de nos adhérents, des maisons que l'on visite lorsqu'on fait des promenades d'études par exemple. Et ceux qui veulent restaurer en sauvegardant la maison sont souvent très heureux qu'on les aide et qu'on leur donne des moyens. Parce que on a oublié dans l'enseignement actuel les techniques anciennes. Et bientôt, il est grand temps d'y revenir parce que bientôt, on aura laissé disparaître une génération de techniciens qui savaient et dont on a laissé on laisse perdre le savoir. Et chaque fois qu'on laisse perdre le savoir d'un homme, c'est une perte irrémédiable pour une civilisation, pour une société. Il vous arrive de vous heurter à ce problème, de vouloir restaurer une maison selon tel et tel critère et de ne pas trouver les artisans capables de... Oui, très souvent. Très souvent, peut-être un peu moins souvent maintenant. Est-ce à cause de la sensibilisation qui est menée? Est-ce à cause des problèmes économiques qui font que certaines entreprises acceptent tout le travail qui se présente? Mais pendant très longtemps, nous avons trouvé des adhérents ou nous connaissions des propriétaires de maisons à restaurer qui étaient obligés de faire des devis ou de demander à plusieurs entreprises successivement avant d'en trouver une qui accepte la restauration. Et nous pensons que une des raisons de ce désintérêt venait du fait que les techniciens ne savaient pas. Alors, cette méconnaissance des techniques faisait que le coût de la restauration était difficile à évaluer. Oh, bien sûr. Que beaucoup de techniciens, donc, ne savaient pas si, en acceptant ce chantier, ils allaient perdre de l'argent ou le gagner normalement, comme c'est souhaitable. Oui. Et alors, ils refusaient. Ça demande aussi beaucoup d'obstination. Alors, pour vouloir restaurer une maison, il faut savoir vraiment ce qu'on veut en faire. Il faut avoir déjà une idée très précise de la maison qu'on veut
qu'on veut réussir à restaurer. Oui, et votre réaction votre réflexion est intéressante parce que actuellement on trouve souvent des gens qui savent ou qui croient savoir sûrement ce qu'il est bien de faire, mais qui prennent leur référence dans des revues, dans des journaux. Or, lorsqu'on veut restaurer une maison, ce n'est pas dans une revue qu'il faut choisir le modèle ou l'inspiration, mais c'est sur le terrain. Il faut aller voir comment sont les maisons qui n'ont pas encore été transformées pour trouver des modèles pour les points précis sur lesquels portera la transformation, que ce soit des lucarnes pour éclairer un toit, que ce soit les matériaux utilisés dans la région, que ce soit les volumes traditionnels auxquels il ne faudra absolument pas toucher pour garder le caractère et la qualité de la maison qui est à restaurer. Suzanne Fénard, nous parlons déjà depuis quelques instants de restauration et de maison paysanne, mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une maison paysanne ? Alors, si vous me le permettez, je vais vous lire un tout petit texte écrit par le docteur Alfred Kella, qui a fondé l'association Maisons Paysannes de France, qui est connue pour ses travaux et ses publications sur l'architecture du Quercy et bien d'autres publications. En étudiant l'habitation, dit-il, on ne peut en détacher la connaissance de la vie des paysans. C'est eux qui en avaient conçu la disposition générale, qui l'avaient construite avec les matériaux du pays, bien souvent du lieu même, guidés dans la technique par les traditions locales transmises des générations précédentes. C'est eux enfin qui l'avaient habité avec leurs familles, leurs animaux, leurs récoltes et leur matériel de culture ou d'artisanat, essentiellement manuel. Cela fait dire avec exactitude que la maison du paysan est un outil de travail, mais elle est bien plus. Elle est l'expression d'une de ces civilisations paysannes particulières à chacune de nos provinces ou d'une partie d'entre elles. La maison apporte une somme de connaissances de ce qui vit sur la terre, plantes, hommes et animaux. Elle apprend les techniques de culture du sol, la variété du matériel traditionnel adapté à chaque emploi. Voilà ce qu'écrit le docteur Kella. On peut ajouter que la maison paysanne est un livre dans lequel on peut lire les techniques, l'histoire des techniques locales, l'histoire, la géologie d'un pays, la richesse d'un pays, les méthodes de culture. C'est un livre ouvert dans lequel on peut lire. L'histoire même du pays est écrite dans ces maisons d'après les datations que l'on y retrouve. On voit si c'était une période de sécurité, une période de richesse. Ici, il y a des barreaux très, très austères. Là, les maisons commencent à s'ouvrir. C'est un livre, la maison. On comprend bien qu'avec cette conception de la maison, on ne peut avancer qu'à pas compter dans la restauration. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des règles pour restaurer une maison ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour restaurer une maison sans la modifier, sans la bouleverser de fond en comble, sans lui faire perdre justement cette valeur historique, enfin ? Il y a plus des attitudes que des règles. Nous pensons que la première attitude à adopter, avant de restaurer une maison, c'est de prendre son temps. C'est d'observer. Observer les autres maisons du pays, les maisons qui n'ont pas été abîmées, qui n'ont pas encore été transformées. Ça, c'est la première démarche. La plus longue, peut-être, la plus coûteuse pour quelqu'un qui est impatient de s'installer. Mais la plus passionnante et la plus enrichissante parce que ça oblige à sortir des grandes routes, à rencontrer, à prendre les petits chemins, à rencontrer à la fois des maisons, un pays et des hommes. Parce que ces démarches ne se font pas jamais sans rencontrer
au détour de cette observation les habitants. C'est presque une façon de vivre déjà que vous nous C'est conseillez déjà là. une façon de vivre d'ailleurs. Habiter une maison paysanne, c'est une autre façon de vivre. Puis, alors, lorsqu'on a observé, il y a des règles en effet. Il faut respecter les volumes, nous pensons que ce qui est important aussi, c'est de respecter les proportions entre les pleins, qui sont les murs, et les vides, qui sont les ouvertures. Il faut employer les matériaux du pays parce que vous savez que toutes les maisons qui ont été faites, toutes ces maisons paysannes faites dans le passé, ont toujours été faites avec des matériaux du pays. Oui. Les hommes n'étaient riches ni en moyens ni en argent et ils étaient très astucieux et très intelligents. Ils utilisaient au mieux tout ce qui était à leur portée. Mais il peut arriver maintenant que les matériaux aient été épuisés ou ne soient plus exploités aussi dans une région. Vous ne vous heurtez pas trop souvent à ce problème? C'est vrai, mais c'est plus un parti pris de ne pas adopter que l'on rencontre, que de ne pas adopter une mesure de facilité. On prend un matériau unique pour toute la Bretagne, Oui. et on veut l'adapter à la restauration de maisons qui ne sont pas faites dans ce matériau. Je crois qu'il faut un petit effort pour retrouver des pierres adéquates pour une restauration. D'autres règles encore? Oui, des règles simples. Nous pensons qu'en restauration, on a besoin de refaire des enduits, des joints, rien, jamais ne remplacera des matériaux naturels, la chaux grasse et le sable du pays. Encore, on y revient aux matériaux du pays. Oui. Et d'autres règles simples et presque impérieuses, lorsqu'on a besoin de percer des ouvertures, adopter toujours des percements plus hauts que larges. Ne pas rechercher la symétrie lorsqu'on a besoin de percer. Et surtout, pour conclure, je dirais qu'une bonne restauration, une restauration bien menée, doit rester invisible. Suzanne Fénard, vous nous parliez des maisons paysannes, mais ces maisons paysannes, aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'elles soient encore paysannes. Qu'est-ce qu'en pensent les paysans? Quand ils vous voient restaurer une ancienne maison paysanne, est-ce que ce ne sont pas toujours les paysans qui les habitent, ces maisons-là? Hélas, nous pensons que il faut que les maisons paysannes, en priorité, restent la maison des paysans. Mais est-ce qu'on peut y adapter le confort comme dans une maison moderne? Est-ce que ce n'est pas aussi un peu utopique de penser que ces maisons, on peut leur garder tout à fait leur style, leur cachet initial et vivre quand même comme on peut vivre au XXe siècle? Il faut être réaliste. Et nous sommes réalistes lorsque nous disons et lorsque nous proposons des solutions pour un confort contemporain dans les maisons paysannes. Nous trouvons tout à fait normal et tout à fait légitime le souci des femmes qui habitent ces maisons. Je pense à des femmes d'agriculteurs qui veulent trouver dans ces maisons anciennes restaurées la même facilité d'entretien, le même confort que dans une maison neuve, de la ville, confortable. Si nous réfléchissons même, nous leur disons qu'on doit pouvoir trouver un confort accru. Parce que ces maisons paysannes offrent un espace à vivre que jamais, sauf avec des moyens énormes, on ne pourra s'offrir avec du neuf. Le confort contemporain est légitime et très facile à réaliser. Vous avez des exemples précis? Ça vous arrive bien souvent de réussir ce type de maison? Oui, nous pouvons montrer des exemples précis. Nous faisons visiter des maisons confortables.
Et nous aidons, chaque fois que c'est possible, des groupes d'agriculteurs, de femmes d'agriculteurs, des groupes de conseillères agricoles, pour leur montrer ces réalisations concrètes qui sont convaincantes. Et vous avez là un public acquis, ou en tout cas un public attentif? C'est un public attentif qui n'est pas toujours d'accord, mais c'est un public attentif. Comment ne le serait-il pas? Au fond, ces maisons paysannes, ce sont les maisons de leurs parents, de leur famille. Ils y sont attachés plus que quiconque? Ils y sont attachés plus que ce que l'on pourrait croire. Et lorsqu'ils les critiquent dans nos discussions, ils ne les critiquent pas pendant très très longtemps. Je crois que le paysan breton tout particulièrement a acquis un esprit, comment dire, on lui a fait croire, on lui a dit pendant très longtemps que leur maison était innommable, qu'ils vivaient dans des conditions d'inconfort, dans des conditions à refuser. Et c'est vrai. Mais lorsqu'on leur explique que ces maisons, ils peuvent encore les habiter, et qu'ils peuvent les habiter avec un confort vrai, on réussit à les convaincre. Et on réussit aussi à les convaincre, d'autant plus qu'on leur démontre que ces maisons, c'est un patrimoine, et c'est quelque chose qui a de la valeur et qui en prend de plus en plus au point de vue patrimoine, parce que ça va être de plus en plus rare, des maisons en état, restaurées, qui ont gardé leur caractère, et puis en raison aussi du choix que font de plus en plus de citadins de vivre à la campagne. Ces maisons sont convoitées. Donc c'est une valeur financière. Est-ce que justement, Suzanne Fénard, en Bretagne, la Bretagne est une région vraiment qui se prête bien à la restauration? Est-ce qu'il y a divers types d'habitats? On voit souvent la maison bretonne, la maison côtière, blanche, avec souvent en granit, avec un toit d'ardoise, mais je suppose que si on s'enfonce un petit peu dans l'intérieur de la Bretagne, l'habitat varie beaucoup. Si vous me parlez des maisons blanches, vous allez presque m'obliger à vous parler tout à l'heure des couleurs de la Bretagne, des couleurs vraies de l'architecture bretonne. On peut en parler tout de suite, peut-être. Eh bien, pour revenir, si vous voulez, à votre question, on va commencer par la qualité de l'architecture bretonne. Je crois qu'elle est à découvrir. Elle était à découvrir parce que nous ne sommes pas sûrs que le public et même les habitants ne vous continuent pas à voir l'architecture bretonne avec, comme on la voit dans des images d'Épinal. L'architecture bretonne, c'est une chaumière longue en granit. Au fond, c'est un peu l'architecture du Morbihan, de certains pays du Morbihan. Mais la Bretagne, c'est un monde, c'est très vaste. Et bien des causes ont influé sur l'architecture bretonne, à commencer par la géologie. Il n'y a pas que du granit. On parle toujours de la maison de granit, mais il y a la maison de schiste. Et la maison de schiste, il y a la maison des schistes, parce qu'il y a des schistes violets, il y a des schistes bleus, il y a des grès armoricains, il y a du grès, de rose, de la côte nord. Il y a d'abord presque autant de types de maisons qu'il y a de types de matériaux. Il y a autant de couleurs d'architecture rurale qu'il y a de types de matériaux. Et pour reprendre une phrase d'un article du professeur Mussat que nous avons publié dans notre revue en 1971, on peut dire qu'avec lui, que l'architecture se découvre pays par pays, qu'il y a presque autant de types d'architecture que de pays en Bretagne. Regardez par exemple l'île-et-Vilaine. Est-ce que la maison de la côte nord, la maison du pays de Cancale, en platin, à étage, a quelque chose de commun
ressemble à l'architecture de la maison basse du pays de Redon? Est-ce que la maison de terre du bassin de Rennes ressemble aux maisons de granit si riches et si travaillées du pays de Becherel ou du Fougeray? Elles ont en commun une seule chose, c'est d'être sorties du sol qui les porte. C'est-à-dire que pour chaque nouvelle maison, c'est un nouveau travail, une nouvelle enquête que vous menez, Oui. pratiquement. Comme nous le disions tout à l'heure, la première règle, c'est l'observation. Suzanne Fénard, donc on revient à votre passion, je le rappelle pour les auditeurs qui ont peut-être pris l'écoute il y a peu de temps, ce sont les maisons paysannes. Alors vous nous parliez tout à l'heure des couleurs de la Bretagne. Est-ce que vraiment chaque pays a ses couleurs? Est-ce que ça se répercute sur l'architecture? Est-ce qu'il n'y a pas qu'une seule maison blanche bretonne? Est-ce qu'il y aurait plusieurs maisons blanches, plusieurs blancs? Comment ça se passe? Non, il y a du blanc, et vous avez raison quand vous dites plusieurs blancs, parce que traditionnellement, le blanc, ce n'était pas du ciment peint, c'était de la chaux que l'on étendait, que l'on passait sur des murs de pierre ou des enduits. C'était une couleur qui avait de la matière, puisqu'on voyait apparaître la matière qui faisait la maison, le matériau. Il y avait des reliefs, il y avait du grain, il y avait des jeux de lumière, de couleurs, des jeux de lumière sur ce blanc. Ce n'était pas quelque chose de plat et d'éclatant uniquement. Et vous n'allez pas demander quand même aux gens maintenant de repasser leur maison à la chaux régulièrement ou tous les ans comme on le faisait dans le temps? Ce serait quand même un gros travail. Certains le font. Le travail, certains le font. Il doit y avoir des solutions plus immédiates quand même, non? Plus proches de la chaux et qui ne demandent peut-être pas le même entretien. Oh, je crois qu'on continue à utiliser de la chaux pour désinfecter, pour chauler. Je crois que ça on chaule toujours les maisons. On chaule encore les maisons. Mais vous avez en parlé du blanc, des blancs. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a du blanc traditionnellement dans certaines régions, comme la côte sud de la Bretagne, comme la Brière. Oui. Mais qu'ailleurs, quand on observe attentivement le pays, quand on le parcourt et quand on lit, on s'aperçoit que l'arrivée de la couleur, de cette couleur blanche, correspond peut-être au boom de l'après-guerre, au boom de la construction, mais que traditionnellement, la Bretagne, puisqu'elle utilisait les pierres de son sol, avait la couleur des pierres du sol qui la portait. Actuellement, c'est presque par négligence qu'on a laissé peindre en blanc la Bretagne. Vous pensez que c'est néfaste? Que c'est une mauvaise chose? Ça ne respecte pas les traditions, donc ça vous choque? Ce n'est pas parce que ça ne respecte pas les traditions, c'est parce que les traditions étaient le fait d'hommes et de moyens qui, consciemment ou inconsciemment, étaient en harmonie. Il y avait une harmonie entre le sol, entre la végétation, qui a une couleur différente suivant qu'elle pousse sur un sol granitique ou sur un sol schisteux. Il y avait une harmonie, surtout entre le sol, l'architecture et la végétation. Et puis, on peut dire que nous trouvons une harmonie entre les ciels de la Bretagne et les tons de son architecture. Mais ça, l'harmonie du ciel et de l'architecture, c'est plus une constatation d'esthète, si vous voulez. Mais autrement, pratiquement, c'était obligatoire, cette harmonie, puisqu'on prenait les pierres de son sol. Et si on prenait les pierres du sol, on trouvait des couleurs très différentes. Vous connaissez sûrement les schistes du pays de Montfort qui sont violets. Un peu plus loin dans le Morbihan, pas très loin de Montfort,
un pays a une couleur extraordinaire, c'est le village de Concoré, par exemple, qui est plus rose que violet. Ceux qui parcourent la Bretagne se sont aperçus que sur le littoral, il y avait des grès roses, qu'il y avait des granites roses, qu'il y a des schistes bleus dans le sud du bassin de Rennes, que le bassin de Rennes est doré, puisqu'on prenait le limon, l'argile, qui en certains endroits est presque rouge, elle est orange, elle est rouge, le bassin de Rennes est doré. Le Finistère, lorsqu'on utilise le granit, est beige de tonalités différentes. Le Finistère Sud est beige aussi. Et puis, aussi, c'est vrai on a mis du blanc sur des maisons qui étaient chaulées. Mais ces maisons n'étaient jamais des maisons énormes. L'implantation de ces maisons, à cause des moyens des hommes, à cause de la sagesse des hommes, l'implantation de ces maisons était modeste, sage. Ces maisons étaient rarement sur des pitons, sur des pics, sur des lignes de crête. Donc elles se voyaient peu, alors qu'actuellement on en met partout et qu'il y a un mitage peu raisonnable et toujours blanc. C'est encore l'excès là, qui fait faire des fautes. Suzanne Fénard, le temps nous presse un petit peu puisque cette heure se termine. Je voudrais quand même vous poser une autre question. Est-ce que justement s'intéresser à cette architecture ancienne, ce n'est pas un petit peu se recroqueviller dans le passé? Est-ce que vous ne vous tournez pas aussi de temps en temps vers l'architecture moderne qui a sa place quand même dans la vie actuelle? À égalité nous nous préoccupons de l'architecture contemporaine, à égalité d'intérêt. Est-ce que ce sont deux choses complémentaires? Est-ce que la maison ancienne peut servir de modèle pour une maison future? Nous souhaitons et nous espérons que la sagesse des hommes se réfère au modèle de cette architecture contemporaine ancienne et que l'on bâtisse de l'architecture, que l'on pense pour la Bretagne, une architecture spécifique à la Bretagne qui reprenne les qualités de ce qui étaient les qualités de l'architecture contemporaine ancienne, la sagesse de son implantation, la sagesse de ses volumes, la modestie et la couleur, l'harmonie. Avant de terminer, Suzanne Fénard, je pense que cette émission aura permis peut-être à beaucoup de gens de découvrir votre association et l'activité des Maisons Paysannes de France. Alors, je voudrais peut-être qu'on dise comment adhérer pour les gens qui se sont intéressés. Vous nous avez parlé de permanence, on pourrait répéter l'adresse où se tiennent ces permanences? Pour le moment, ces permanences se tiennent les premiers lundis du mois hors des vacances, en dehors des vacances, à la cafétéria de la Maison du Champ de Mars à Rennes. Oui. On peut toujours s'adresser au siège de l'association 1, rue Oradour-sur-Glane, à Rennes. Oui. Et quelles sont les modalités pour être adhérent? Deux choix possibles. Nous publions une revue. L'abonnement à la revue et la cotisation, l'adhésion à l'association, mais on peut aussi choisir de n'être qu'adhérent pour nous aider et nous soutenir dans notre action. Alors, pour vous donner des prix, 79, l'abonnement à la revue coûte 50 francs et la cotisation minimale est de 20 francs, mais on peut choisir de n'être qu'adhérent pour 20 francs. Et est-ce que les personnes qui seraient intéressées pour travailler avec vous peuvent également venir vous aider? Nous avons besoin tout est fait par des bénévoles. Nous avons un besoin urgent d'aide en hommes. Tout est fait par une poignée. Voilà, et puis je voudrais aussi signaler sur les conseils de Suzanne Fénard un livre, ça s'appelle La Maison de Pays, il fait partie des guides pratiques édités chez Segers, et Suzanne Fénard nous a avoué que c'était un petit peu sa Bible. Alors nous avons parlé donc aujourd'hui dans la vie, vous le savez, des émotions, des gens, puis aujourd'hui c'était aussi des maisons paysannes. Merci Suzanne Fénard, merci de votre attention.